titulaire d'un doctorat en sciences biologiques, notre invité qui s'appelle Dr Kwame Christophe s'est lancé dans un combat politique en se servant de la société civile. L'homme a plusieurs casquettes. Compte tenu de son combat, nous avons suggéré à un de nos leaders de tout faire pour mettre la main sur lui. Voyageur infatigable, il vient d'arriver d'une grande tournée et c'est avec beaucoup de plaisir que nous le recevons sur le plateau de grandes rencontres de Joël Etienne. Docteur Kwame Christophe, bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire en sciences biologiques. Au moment où la nation comptait sur vous pour les résultats de votre formation, vous fuyez votre formation de base pour vous lancer dans la société civile. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, premièrement, merci de me recevoir sur votre plateau. Et deuxièmement, j'ai fait une formation pour soigner l'homme dans sa maladie biologique. Et un aîné, Maître Ngouinclair, dont je salue la mémoire parce qu'il n'est plus de notre monde, a vu en moi quelqu'un qui pouvait utiliser ses connaissances biologiques pour soigner la vie publique. Donc, nous sommes engagés dans la vie publique pour soigner les mots par des mots. Je dirais les mots MOT par les mots MOX. Donc, MAUX. MAUX, les mots de la société sont soignés par des mots MOTS, par la prise de parole, par l'engagement civique. Et voilà comment je me suis retrouvé là. Et depuis quand ce temps vous a converti, vous a rassuré de faire cette en 2004, Maître Ngouinclair et plusieurs aînés ont créé la Convention de la société civile ivoirienne. Et entre 2004 et 2012, j'étais vice-président à la Convention de la société civile ivoirienne. Et en 2012, à la sortie de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, la guerre civile, j'ai été le coordonnateur pour le mandat 2012-2014 de la Convention de la société civile. Voilà mon parcours avant Civis Côte d'Ivoire. Vous êtes président d'une ONG intitulée Civis. Ça veut dire quoi et quels sont ses objectifs? En 2012, nous sommes rendus compte qu'une grande partie de la crise ivoirienne était due à la méconnaissance par les citoyens de ce qu'on appelait simplement une république. De la méconnaissance des citoyens par ce qu'on appelait la constitution ivoirienne et le code électoral. Donc, ces méconnaissances nous ont amenés à dire qu'il fallait renforcer le citoyen en tant que personne. Civis veut dire citoyen dans la grecque antique. Raison pour laquelle nous sommes allés fouiller dans la grecque antique pour trouver ce nom. Et donc, Civis Côte d'Ivoire, citoyen et participation, qui est le nom complet qui est inscrit au journal officiel, a pour objectif majeur de former les citoyens dans leur qualité pour comprendre l'environnement dans lequel ils sont afin de s'engager pour une société plus juste. Je vous appelle docteur ou président? Président. D'accord. Alors, président, dans un pays où la majorité est analphabète, dans un pays où la politique semble s'éloigner du quotidien de vos compatriotes, est-ce que vous ne prêchez pas dans le désert? Merci, monsieur. Si vous lisez Jeune Afrique de janvier 2013, le journaliste a écrit en son temps que nous prêchions dans le désert. Mais de 2013 à aujourd'hui, nous pouvons citer tous les acquis de notre engagement. Un des plus grands acquis, je dirais, de la société civile en général et de Civis Côte d'Ivoire et de son président en particulier, ont été qu'en 2016, nous sommes mobilisés lors de la mise en œuvre de la nouvelle constitution et nous avons réussi à inscrire à l'article 26 de notre constitution la société civile qui est une composante de la démocratie en Côte d'Ivoire. Quand vous dites vous, l'idée est venue de vous? La personne, dès janvier 2016... Non, je vais parler de la société civile. Absolument. La société civile, en 2016, suite au premier conseil des ministres de janvier 2016, le président de la République avait informé la nation qu'il nommait M. Cissé Bakongo afin de rédiger une constitution pour la Côte d'Ivoire. Civis Côte d'Ivoire et les techniciens, l'équipe scientifique a trouvé que pour écrire une constitution, un président, aussi légitime qu'il soit, ne peut pas nommer une seule personne, aussi bon juriste qu'il soit,
pour rédiger dans son bureau une constitution et la donner aux citoyens ivoiriens. C'est comme ça que Civis, Côte d'Ivoire, avec son bâton de pèlerin, a réuni toutes les ONG de janvier 2016 à septembre 2016, avant le référendum, pour que nous puissions avoir ces différents articles qui sont dans la constitution ivoirienne. C'est documenté, chacun d'entre nous peut aller fouiller, il pourra voir la documentation dans tous les journaux en Afrique et partout ailleurs. Vous partagez certains avis sur le mode politique du régime ivoirien sous forme de dictature. Est-ce que vous partagez cela? Nous, on est allé plus loin. Nous sommes une organisation citoyenne. Nous sommes dans une république et nous nous positionnons par rapport à la république, ce qui dépasse la personne qui est à la tête de ce pays. La Côte d'Ivoire a fait le choix d'être une république. La Côte d'Ivoire a fait le choix d'être une république démocratique, multipartite. Pas une nation, hein. Vous n'êtes pas encore arrivé à la nation. On n'est pas encore la nation. La nation, c'est l'ethnie, c'est l'association, c'est le vivre ensemble. Mais quand on parle ici de république et de la forme républicaine et du système qui est la démocratie, cela nous donne le droit, individu, un vote, président de la République, un vote. À partir de là, nous faisons ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique, qui est le monitoring tous les jours que Dieu fait de ce que les gouvernants qui ont été élus font. Donc en face, nous avons nos rapports, nous avons nos saisines, c'est-à-dire que en 2013, la Côte d'Ivoire a hérité d'une loi qui s'appelle la loi d'accès à l'information. Donc je vous donne un exemple pour que vous compreniez très bien. En 2021, la CEI n'a pas fait la révision de la liste électorale. Civis Côte d'Ivoire fait le constat, regarde dans la Constitution, regarde dans le Code électoral, articles 6 et 11 et dans la Constitution, et nous saisissons administrativement la CEI afin que la CEI revise la liste électorale comme inscrite dans la Constitution et le Code électoral. Elle vous a écouté? Elle ne nous a pas écouté les premiers mois, les deuxièmes mois, les troisièmes mois. Et pour la première fois en 64 ans, la CEI a révisé dans un pays subsaharien la liste électorale en année non électorale avec 0 mort. Vous regardez partout dans tous les pays subsahariens, aucun pays n'a révisé la liste électorale en année non électorale et avec 0 mort. Voilà un fait que tout le monde peut documenter. Qui est à votre actif? Qui est à l'actif de Civis Côte d'Ivoire, qui a créé ce qu'on appelle le groupe de plaidoyer pour la révision de la liste électorale, documenté depuis septembre 2021, le 15 septembre 2021, jusqu'à ce jour. D'accord. Quand il parle de la CEI, il parle de la commission électorale indépendante. C'est bien cela, oui. OK. Alors, en 2025, votre pays s'engage sur une voie qui commence à inquiéter au regard de tous les discours, des débats sur les plateaux de télévision. Société civile que vous êtes, dans quel état vous vous situez aujourd'hui par rapport à tout ce bilan qui semble être positif et qui risque d'être remis en cause en 2025? Président Christophe Kwame. Merci, c'est une très bonne question et je pense que les auditeurs vont comprendre un peu ce que nous pensons que les Africains, dans leur généralité, doivent faire et les Ivoiriens. Depuis les élections de 2020 à ce jour, Civis Côte d'Ivoire a publié tout ce que vous pouvez imaginer sur la gestion d'un pays. Pour nous, d'un mandat à un autre, il ne faut pas croiser les bras. Ce que tous les partis politiques de l'opposition ont fait et la majorité des organisations de la société civile. À la base, je suis observateur senior, c'est-à-dire que nous faisons les observations des élections. Mais entre les deux élections, ce que nous avons compris en observant les élections en Côte d'Ivoire, en RDC, en RCA, en 2013 même, juste après la guerre de la France. Tous les pays africains qui parlent la langue française. Absolument. On était au Mali en 2013 pour le compte de l'OIF de Paris. C'est une contagion, c'est une pandémie quasiment. Non, c'est-à-dire que l'idée générale est que si les élections sont bonnes, après, il faut, entre les deux mandats, faire du monitoring de la vie publique que nous on appelle dans notre jargon le contrôle citoyen de l'action publique pour relever. En faisant cela, nous avons compris que le nerf de la guerre était l'argent et non le jour des élections.
Nous avons compris qu'il fallait aller voir comment circulait l'argent dans le pays. Si on arrivait un temps soit peu à régler la qualité de la gouvernance financière, alors vers la fin du mandat, on aura une bonne élection et on aura un pays en paix. Pour un pays où 90% vit sous le seuil de la misère. Oui, donc nous on a pris ces chiffres-là justement, 2011-2021, le budget 2011, 3034 milliards, 2021, 8300 milliards, l'évolution du budget de 2011 à 2021 est de 62% et la baisse de la pauvreté 7%. Vous comprenez que l'argent ne va pas là où il faut pour baisser la pauvreté. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut une bonne gouvernance. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. On parle de corruption, de détournement des deniers publics. Oui, donc... Vous ne semblez pas être audible, Monsieur le Président. Si, dernièrement, un débat est sorti publiquement de décembre 2023 à janvier 2024 sur les passeports, sur les cartes d'identité, sur SNEDAI, sur le détournement des passeports, sur la dette. Ça, c'est les travaux de Vous êtes à la base des difficultés. Civis Côte d'Ivoire pense qu'il faut ramener le débat technique du budget de l'Assemblée nationale vers les citoyens. Et depuis que nous avons commencé à faire ce débat, vous avez compris qu'en 64 ans, c'est la première fois qu'on vient de faire un jugement d'un agent. Non, un jugement. L'AGF, la justice ivoirienne vient de juger une institution administrative, vient de condamner l'institution, vient de condamner les gestionnaires à 5 milliards et bloquer leurs biens pour rembourser. Ça ne s'est jamais fait en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est une satisfaction. Mais ce que je dis, pour qu'il y ait plein de jugements... Ce n'est pas un effet d'annonce? Non. Pour qu'il y ait des meilleurs jugements, il faut que vous, les journalistes, qui êtes inscrits à l'article 24 et 25 de l'ordonnance 660, vous fassiez vos travaux de veille de la bonne gouvernance. C'est ce que nous sommes en train de faire, nous. Oui, effectivement. Nous, la société civile, nous sommes inscrits à l'article 23 de la même ordonnance et c'est le travail que nous avons fait. Je vous assure, avant nous, il n'y a jamais eu ce type de travaux. Saisir le ministère, je vous donne encore un deuxième exemple. Nous avons saisi le ministère de la fonction publique qui continue d'organiser les journées nationales de la fonction publique. La première journée a eu lieu. La deuxième journée, nous avons trouvé que l'ouverture à l'hôtel Ivoire, la fermeture à l'hôtel du Golfe était trop onéreux pour un pays avec 35 à 40% de pauvres. Mais si vous êtes tout le temps dans des cérémonies, des effets d'annonce, des effets de communication extravagants, et tout ça. Non, nous avons écrit au ministère, nous avons demandé le budget. Nous avons écrit au ministère de la bonne gouvernance, nous avons demandé le budget. Et le budget vous avez été... Le budget nous a été transmis au-delà du délai juridique qui est de 1 mois. Je vous assure, vous n'avez qu'à regarder dans les journaux, dans la documentation, la 3e journée nationale de la fonction publique, le budget a été divisé par 10. D'une centaine de millions, je ne vais pas le dire ici, nous sommes passés autour de 5 millions. Et l'ouverture de la 3e journée s'est faite à l'auditorium de la primature gratuitement. Et ça s'est fait sur le parking de la fonction publique. Ça, on peut le mettre à notre actif, mais surtout à l'actif du ministère de la fonction publique qui a compris. Et la 5e édition cette année, le ministère nous a appelés pour venir former les agents de la fonction publique sur la lutte contre la corruption, sur la lutte contre... Ce que je veux dire par là, c'est que si on avait 10 organisations, 20 organisations, 10 journalistes comme vous, 20 journalistes qui s'engageaient et qui allaient vers les ministères, qui utilisaient le protocole qu'on utilise dans les pays démocratiques comme aux États-Unis, tout je viens d'arriver, tout ce que vous êtes en train de dire allait reculer. Malheureusement, la majorité des gens sont dans les discours, la majorité des gens ne veulent même pas lire la Constitution, la majorité des gens ne veulent même pas lire les lois, qui sont l'une des meilleures lois. Je ne sais pas si vous savez, la Côte d'Ivoire est classée parmi les 10 meilleurs réformateurs du monde. Nous avons les meilleures lois. Mais on est combien de citoyens qui le faisons? Donc, j'utilise votre antenne pour dire que les lois existent. Il faut que les citoyens viennent à la formation pour comprendre les droits qui leur sont donnés, les mettre en application pour que les mauvais gestionnaires reculent. Je vous prends au mot pour quelqu'un qui habite à Abobo. Pour trouver le transport. Là où nous travaillons, nous travaillons à Abobo. Bon. Le siège
Le siège de la commission en question de documentation Oui. est situé à Cocody. Oui. Bon. Le jeune qui veut vraiment s'instruire, Oui. il a 1000 francs dans sa poche. Oui. Ça, c'est pour qu'il puisse terminer peut-être même la semaine. Merci. Comment ce jeune-là va se déplacer pour aller aux informations alors que, bon, en payant 500 ou 200 francs de connexion, ben, il peut avoir les informations que lui veut. Il cherche des correspondantes, il veut aller à l'aventure. Président Kwame. Je comprends ce que vous voulez dire. D'une part, si on fait le diagnostic de la Côte d'Ivoire, la pauvreté ambiante fait que les jeunes prennent la mer, une partie des jeunes, on est d'accord. Si on fait le bilan de la pauvreté, de l'éducation, de la santé, on dira que nous sommes encore loin. Ce que je dis, c'est que nous avons 64 ans. Et on peut dire que c'est l'adolescence d'un pays. Et donc, à ce titre, il est temps qu'en lieu et place des affrontements, en lieu et place des discours creux, en lieu et place des engagements politiques, mais non politiques, parce qu'il y a le politique et il y a la politique. Faire la politique, c'est d'annoncer les résultats, d'annoncer ce qu'on va faire pour les populations, pour que la pauvreté diminue. Aujourd'hui, nous faisons le monitoring de la prise de parole des futurs candidats. À part le RHDP, à part leader de Mamadou Koulibaly, aucun site internet ne peut vous donner un ancien programme. C'est-à-dire que tous ceux qui sont candidats aujourd'hui, personne n'annonce ce qu'il va faire. Ce n'est pas faire de la politique. C'est faire de la politique politicienne. Donc le jeune homme qui est là-bas, lui n'a même pas à se déplacer. C'est nous qui sommes engagés, qui devrions penser à son bonheur. Tout le monde ne peut pas être président, tout le monde ne peut pas être ministre, c'est limité. Mais tous ceux qui s'engagent publiquement doivent pouvoir dire comme nous, civistes, voilà ce que nous avons fait, voilà un résultat sur 10 ans, et voilà ce que nous comptons faire pour demain. C'est ce que nous attendons des hommes politiques. Ça, c'est pour les hommes politiques. Maintenant, pour nous, citoyens, je vous dis que nous formons, nous avons décidé, parce que je sais que la question arrive, à un moment donné, on nous a dit, c'est vous seuls qui êtes là-bas. Aujourd'hui, nous avons ouvert une école gratuite. On a négocié avec l'université. Elle est située où? Elle est située tout près ici, derrière l'ENA, l'école nationale d'administration d'Abidjan. On revient encore sur ma préoccupation. Effectivement. Celui qui habite à Niamey, oui, dans le Grand Abidjan. Merci. On vient de dessiner le Grand Abidjan. Oui. Vous n'avez pas autant de moyens pour mettre des moyens de déplacement à l'heure. Si, les gens commencent à croire. Ça a mis du temps, ça a mis 10 ans, mais aujourd'hui, il y a des mécènes dont certains ne sont pas loin autour de nous. Nous avons, par exemple, fait la journée africaine de la lutte contre la corruption à Gagnoa. Il y a des mécènes qui nous ont aidés, qui ont aidé les jeunes à payer leur transport, à payer leurs choses. Et les gens commencent à croire à nos travaux parce que de plus en plus de gens voient la finalité de notre engagement. Président Kwame Christophe, nous allons aborder le problème de l'opposition ivoirienne. Existe-t-elle? Oui, légalement, bien sûr. J'ai posé la question si elle existe. Légalement, oui. Vous, en tant qu'ONG, vous existez, vous allez au front. L'opposition ivoirienne est-elle combative? On ne doit pas parler de combat. Je pense que l'opposition ivoirienne doit changer de logiciel. Je le dis en les regardant, s'ils nous voient, que l'opposition s'engage selon la Constitution, que l'opposition s'engage selon les textes de loi, que l'opposition s'engage entre 2 mandats. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, une ordonnance est sortie qui veut réduire au silence les organisations de la société civile. Moi, je demande à l'opposition, je vous pose une question. Vous qui voulez être président, c'est quand vous serez président que vous allez libérer les libertés fondamentales. C'est quand vous serez en campagne que vous allez parler des libertés fondamentales. Ou bien vous profitez de cette ordonnance quand vous serez au pouvoir pour carrément casser toutes les ONG. Mais un combat de ce type d'intérêt national, pour nous, l'opposition ne peut pas se taire sur tout ce qui se passe, sur la pauvreté dont vous avez parlé. Qu'est-ce que l'opposition de 2020 à 2025 a produit comme connaissance sur la pauvreté et la corruption en disant la cherté de la vie, par exemple. Ça vous touche, vous? Mais la cherté de la vie, dans le consortium général dans lequel nous sommes, nous avons 2 ou 3 ONG, 2 ou 3 jeunes qui ont été arrêtés
pendant qu'ils allaient marcher. C'est Civis et d'autres ONG qui ont produit une déclaration dont les Nations Unies et l'Union européenne ont pris copie. On négocie avec le gouvernement. Vous croyez encore à ces organismes-là? Oui, oui, ça dépend de la façon dont vous traitez le problème. Jusqu'à preuve de contraire, ce que nous avons fait avec l'Union européenne et l'ONU ont porté leurs fruits en termes de résultats attendus par nous. Nous ne savons pas pour les autres. Donc, pour revenir sur l'opposition ivoirienne, je pense que l'opposition ivoirienne n'a pas compris ce qu'on appelle la démocratie. Mais est-ce qu'elle n'est pas dans une démarche de mendicité auprès du pouvoir? Le matin, ça crie, le soir, ça rampe. Du coup, vous qui prêchez cette parole d'évangile, on a l'impression, encore pour revenir sur ma première question, que vous prêchez dans le désert, puisque ceux qui devaient, n'est-ce pas, prendre vos revendications semblent avoir peur de prendre le chemin de la Maka. L'engagement dans la vie publique peut se faire par un homme politique qui veut le pouvoir, et l'engagement dans la vie publique peut se faire par un individu, un citoyen, comme Malala, prix Nobel de la paix, ou une organisation de la société civile. Je donne toujours l'exemple de Nelson Mandela. Une seule personne, 27 ans de sa vie, et voilà que l'apartheid est tombé. Donc on n'a pas besoin de toute l'opposition, on n'a pas besoin de toute la société civile, on n'a pas besoin de tous les citoyens. Ce qu'il faut comprendre, la critique que je mène vis-à-vis de l'opposition, c'est que pour moi, l'opposition dort tous les 5 ans et à la veille des élections vient parler de la CEI. Ce que je dis, c'est que les élections ne sont que le tiers des indicateurs de la démocratie. Quand on parle de démocratie, on parle de pluralisme des partis. Aujourd'hui, les partis politiques ne sont pas financés. Les campagnes ne sont pas financées. L'opposition a dit quoi là-dessus? Zéro. Aujourd'hui, il y a le cautionnement, j'arrive. Si elle se plaît dans son confort, non, j'arrive. Ce que vous décriez, peut-être que vous ne savez pas notamment ce qui se passe. Non, au-delà de la qualité individuelle des personnes et des organisations politiques, ce que nous on dit, nous on est engagés dans une république et tout ce qu'on dit c'est dans le sens de l'intérêt général, la res publica, la chose publique. C'est de ça que nous parlons. Donc les individualités et des comportements existeront toujours, sinon on n'aurait pas d'église. Les églises et les mosquées seraient vides. Donc sur cette base, ce que nous disons, c'est que nous disons que construire la démocratie, c'est savoir qu'il y a au moins 6 indicateurs dont je parlais, de la multiplicité des partis, de la qualité de l'état de droit, des droits de l'homme, de la séparation des pouvoirs et du suffrage universel. Pourquoi je vous explique ça? Aujourd'hui, toute l'opposition politique a accepté que le suffrage universel n'existe pas dans le code électoral. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un citoyen ne peut pas se lever pour être candidat. Alors que l'article 21 des traités que la Côte d'Ivoire a signé, le préambule... Le citoyen qui n'est pas riche. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut préciser que l'argent a acheté déjà les consciences au point où... Non. Un citoyen qui... Je prends votre cas à vous. Vous êtes à la recherche d'un leader charismatique, courageux, pour conduire une pensée positive afin de booster la démocratie. Vous n'arrivez pas à en trouver? Nous, on ne parle même pas de leader charismatique, on parle de quelqu'un qui a des idées. Parce que sans idées, la personne est faible. Le suffrage dont vous parlez des riches, le suffrage censitaire, pour ceux qui ne le savent pas, dans l'histoire du monde, les gens ont combattu le suffrage censitaire qui dit que les gens riches, seuls sont candidats. On a déjà combattu, il y a eu des morts pour ça en France. On ne peut pas revenir en arrière. Même le fameux suffrage capacitaire, ceux qui sont doctorants, docteurs et tout ça, non. La République a montré que Friedrich Ebert, qui n'était que simple syndicaliste, niveau CM2, si on veut rapporter à ici, a été président et chancelier en Allemagne et a été un très bon chancelier. C'est pour ça qu'il y a la fondation. Même au Brésil. Voilà, au Brésil, il y a Lula syndicat. Voilà. Donc, ce que moi je dis ici, que je reproche à l'opposition, c'est qu'il n'y a pas de production intellectuelle. Le combat est personnalisé vis-à-vis de celui qui est au pouvoir. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne sont pas bloqués? Je ne peux pas dire qu'ils sont bloqués parce que je connais le CV de la majorité des leaders de l'opposition. Tout à l'heure, vous parliez de logiciels. Si les logiciels sont caducs et qu'ils refusent de s'acclimater, de s'adapter, mais ils seront toujours dans la routine. Ça, j'ai bien compris. Ce que je dis, en passant de la critique, je donne plutôt l'expression de ce que j'aurais voulu en tant que citoyen, ce que moi j'attends de mes leaders politiques. Pourquoi vous dites je alors que vous appartenez
à un mouvement. Pourquoi vous ne dites pas nous? Ce que nous, là je suis d'accord avec vous. D'accord, allez-y. Voilà. Nous pensons que la politique doit se faire pour l'intérêt général. Et nous pensons aussi que l'opposition politique doit changer son logiciel. Et à ce titre-là, l'opposition politique doit travailler entre deux mandats. Nous pensons que l'opposition politique ivoirienne doit produire, comme les oppositions dans le monde qui veulent conquérir le pouvoir et rendre les citoyens, parce que prendre le pouvoir, c'est juste pour rendre les citoyens heureux. Donc, ils ne sont pas nombreux à l'Assemblée nationale où toutes les lois se votent. Le pouvoir est majoritaire, président Kwame Christophe. Quand un pouvoir est majoritaire à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que l'opposition en minorité peut-elle faire? J'ai entendu ce type de phrase, et chez nous, tant qu'on n'aura pas saisi l'Assemblée nationale avec une loi, tant qu'on n'aura pas la preuve que systématiquement, la majorité de l'Assemblée nationale va dans un sens contraire au sens de l'intérêt général, on ne peut pas dire ou assurer de dire ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que nous pensons que si une loi rentre, la preuve, notre fameuse ordonnance, on a souhaité que notre ordonnance soit placée à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce qui n'a pas été fait. Donc, nous ne croyons pas à ce qui se dit. Nous, tant qu'on n'a pas saisi une autorité administrative, que ce soit l'Assemblée nationale, la justice et autres, et tant qu'on n'a pas reçu une réponse administrative, on considère que ce n'est que, je dirais, de la discussion urbaine. Voilà. Monsieur le Président, depuis un certain moment, la population ivoirienne semble être complètement paniquée d'un phénomène ancien qui se réactualise. Ils ont même donné le nom Woubi, l'homosexualité. Pourquoi vous souriez? Ben, allez-y, j'attends votre question. Non, allez-y. Non, je n'ai pas encore de réponse, vous n'avez pas de questions. Bon, alors, vous, société civile, oui, qui êtes appelée à éduquer justement cette population dont la jeunesse constitue quasiment 60 à 70%, Monsieur le Président Kwame, la jeunesse ivoirienne est en train d'être phagocytée par de la perversité. C'est une question complexe. C'est une très bonne question, mais elle est complexe en ce sens que l'orientation sexuelle est de l'ordre du privé. La protection des droits de l'homme est de l'ordre de la République. Donc si on part sur la théorie, notre théorie là... Il y a des mineurs, hein? Il y a la criminalité, il y a la pédocriminalité. Non, c'est autre chose. La pédocriminalité est dans le code pénal, il est puni de sanctions sévères. Oui, mais c'est ce que l'homosexualité n'a rien à voir avec la pédocriminalité sur le plan du code pénal, sur le plan juridique. Là, on parle d'homosexualité au masculin et homosexualité au féminin. L'homosexualité est une orientation sexuelle d'un individu. Il est de l'ordre du privé. L'individu lui-même est citoyen ivoirien et il doit être protégé par nos lois. Mais quand son choix devient une promotion, une contrainte... Qui fait la contrainte, s'il vous plaît? Il y a une députée qui dit qu'elle est tellement outrée qu'elle va proposer une loi à l'Assemblée nationale. Contre l'homosexualité? Contre la pratique perverse de l'homosexualité. Non. Vous ne pouvez pas... enfin, je ne comprends pas ce que ça veut dire une pratique perverse de l'homosexualité. On est homosexuel ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de pratique perverse. C'est des adultes qui ont des orientations... Quand un adulte abuse d'un gamin de 10 ans... Non, ça, c'est de la pédocriminalité. C'est de ça, là, c'est ce qui est frais. Mais c'est ce que je dis, il y a déjà trop de lois pour ça. Tout ce qui est pédocriminalité, que ce soit un homme avec une femme mineure, une jeune fille mineure, que ce soit un homme avec un jeune mineur, dans notre code pénal, les lois sont très puissantes pour ça. Est-ce qu'elles agissent? Les lois agissent. Je connais quelqu'un qui vient de sortir des prisons, parce que ce que vous ne savez pas, on nous appelle régulièrement aussi pour des cas de justice, et nous donnons des conseils à ces familles-là. Quelqu'un vient de sortir de justice, un monsieur d'un âge mûr qui a enceinté une jeune fille de 13 ans. La loi en Côte d'Ivoire considère que c'est de l'abus c'est un délit. Voilà, un délit d'un mineur, l'abus de mineur. Et ce monsieur, la fille a beau accoucher normalement, elle paraît 20 ans
le monsieur a fait la prison. Donc, je vous donne un cas précis pour dire que dans notre constitution, dans notre loi, dans le code pénal, il existe des lois pour les abus de mineurs et pour la pédocriminalité. L'homosexualité, c'est autre chose, c'est un penchant personnel d'une femme ou d'un homme vis-à-vis du même sexe. L'actualité nous a obligés à poser cette question au président de l'ONG que nous recevons, président Kwame Christophe. Il vient d'être clair, c'est clair dans l'esprit. Une autre question, depuis que vous menez votre combat, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer les hommes politiques? Je veux parler du président Ouattara, du président Gbagbo Laurent, bon, votre oncle qui est décédé, Henri Konan Bédié. On vous présente nos condoléances les plus attristés. Est-ce que tous ces hommes politiques, il vous arrive de les rencontrer? Et si oui, de quoi vous parlez? J'ai rencontré en premier lieu le président Alassane Ouattara. À quelle occasion? En 2012, quand il était au palais, nous avons demandé une audience officielle. Nous avons été reçus officiellement à la présidence de la République, nous, moi et tout mon bureau, mon passe-président et moi, quand j'étais encore coordonnateur de la Convention de la société civile ivoirienne. Nous avons parlé de la Côte d'Ivoire. Nous étions en 2012, donc le sujet majeur était le sujet de la réconciliation. Le président Affi N'Guessan, en 2013, quand il est sorti de prison, nous a demandé une audience. Nous l'avons reçu au siège de la Convention de la société civile ivoirienne. Nous avons échangé sur les problèmes de droits de l'homme en Côte d'Ivoire en 2013. Madame Gbagbo, nous l'avons rencontrée aussi autour de 2019 et 2020 pour parler de la CEI, parce que nous avions saisi la CEI pour que la CEI fasse la révision de la liste électorale, parce que ce que je n'ai pas précisé, en 2020, lors des élections de 2020, la révision de la liste électorale a fait 7 morts. Donc nous avons souhaité que de 2020 à 2025, on puisse faire les révisions chaque année pour qu'il y ait 0 mort. C'est pour cela que nous avons saisi la CEI en 2021. Donc, et quand nous avons saisi la CEI, le président de la CEI nous a fait recevoir au siège de la CEI par son représentant. Donc ainsi de suite. Pour ce Mamadou Koulibaly, nous l'avons saisi aussi dans le cadre de nos travaux. Nous sommes passés les voir. En plus, quand nous faisons des plaidoyers, c'est-à-dire qu'il y avait le problème de la révision de la CEI qui ne passait pas, nous avons déposé des demandes d'audience chez tous les partis politiques, chez toutes les grandes organisations ivoiriennes, comme le Conseil national des droits de l'homme, à la primature, à l'Union européenne, au système des Nations unies. Donc, tous les hommes politiques, comme Mme Boni Claveri, comme le RPP de Dona Fologo, ont accepté de nous recevoir dans le cadre de ces plaidoyers, y compris l'Union européenne et même la primature. Donc, dans le cadre précis de nos travaux, en fonction du sujet, nous rencontrons les hommes politiques pour discuter de l'avenir de la Côte d'Ivoire, de tout ce qui est problème d'intérêt général. Vous avez évoqué la réconciliation nationale. Et quand on attend certains leaders politiques s'exprimer, on a l'impression que ça a été une symphonie inachevée, puisqu'il y avait eu un ministère dédié à cela. Le ministère a été complètement dissous. Vous, en tant que celui qui êtes sur le terrain, est-ce que les Ivoiriens ont-ils besoin de se réconcilier? Il y a un problème dans la société? Nous avons, en 2012, 2013 jusqu'à 2014, dit, et je répète, qu'une société divisée ne pouvait pas construire la prospérité. La Côte d'Ivoire est divisée? Nous pensons que la Côte d'Ivoire est divisée. Jusqu'à ce jour? Jusqu'à aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi. Paix à son âme, le Premier ministre Bani a fait une... elle a fait les audits, voilà, CDVR. CDVR, oui, c'est ça. Il a produit un rapport qui n'a jamais été public. Si vous comparez à l'Afrique du Sud a produit un rapport, c'était plus sanglant. Mais les hommes politiques ont assumé leurs responsabilités devant l'histoire. Tant que, non mais je vous le dis, ça c'est ma conviction personnelle, oui. Et c'est ce qui véhicule autour de tous ceux avec qui nous travaillons. Nous pensons que tant que chaque camp ne reconnaît pas devant l'histoire les actes qu'il a posés, on est amené à se battre encore. Mais puisqu'on juge toujours ici, c'est des politiques de deux poids, deux mesures. On n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour juger. Si vous regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire,
La première crise, c'est l'ONU qui est venue nous diviser. La deuxième crise, c'est la France. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où les hommes politiques au plus haut niveau n'ont jamais pris de décision souveraine en interne. On fait appel à la France, on fait appel à l'ONU. C'est quoi? On est des enfants? Non! Je vous le dis en tant que président de Civis et en tant que président de ma coalition, chez nous... Vous faites un très beau constat. Chez nous, on fait le constat c'est un constat chronique, hein, c'est endémique non, quasiment. Hein. Mais on est d'accord que tant que les citoyens ivoiriens de tous les camps ne vont pas comprendre la nécessité de dire, moi voilà ce que j'ai fait, toi voilà ce que tu as fait, et qu'on puisse le dire ici, sur notre sol, sans un témoin, même des frères qui se battent au village, dont un couple la machette avec l'autre, il reconnaît ce qu'il a fait et il demande pardon. Ça n'a pas encore été fait. Donc, pour nous, il n'y a pas encore de réconciliation. Il y a des gens qui ont aujourd'hui une certaine pression sur d'autres. Il y a d'autres qui acceptent cette pression. Il y a des gens encore aujourd'hui qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui sont exilés de la crise. Il y en a même qui sont encore en prison. Voilà. Donc, pour nous, vraiment, on l'assume, on n'est pas encore réconcilié dans ce pays. Quel est ce message que vous avez à dire aujourd'hui à tous ceux qui font croire que tout va bien en Côte d'Ivoire, avec des excédents budgétaires, cela. Ça, c'est autre chose. Vous savez, la Chine est là. La Chine montre qu'on peut avoir beaucoup d'argent, on peut se développer, être premier dans les voitures électriques, et puis tuer tous les Ouïghours. Pas de droit, vous le savez. Il y a une extermination aujourd'hui des Ouïghours. Donc, l'absence de guerre n'est pas la paix. L'absence de guerre n'est pas la paix. Donc, la croissance économique n'a rien à voir avec le problème quotidien. Le taux de pauvreté n'a rien à voir avec la pauvreté ressentie. Tout à l'heure, vous en avez parlé, mon petit d'Abobo, oui. Qui a 200 francs pour vivre toute une semaine. Oui. Allez lui dire qu'on a fait 7% de promotion. C'est le dernier souci. C'est pour cela qu'aujourd'hui, de 2019 à 2020, l'État de Côte d'Ivoire a basculé dans ce qu'on appelle le budget programme. Et dans le budget programme, un des points, quand vous avez fini de faire le budget, vous dites que c'est bon, on a fini le pont, on a tout fini. Le dernier point qui permet de dire que vous avez bien fait, on interroge les populations. Est-ce que vous ressentez de la joie? Est-ce que le château d'eau qu'on a fait, vous en avez besoin? Est-ce que l'école, vous en avez besoin? La santé. La santé, est-ce que vous en avez besoin? L'électrification. Dès qu'ils répondent OK, alors la Banque mondiale, le FMI dit, ce gouvernement a atteint l'objectif. Donc il faut qu'on se le dise. La croissance est obligatoire pour tirer vers le haut, mais quand on a fini la croissance, il y a l'école, il y a la culture, il y a le ressentiment et il y a l'inclusion du développement. Quand on vous entend parler, c'est comme si les autorités de la Côte d'Ivoire ont peur de l'union des Ivoiriens. Je ne sais pas si les autorités ont peur. Et pourquoi elles n'osent pas aborder le problème de fond pour régler une bonne fois pour toutes? Parce qu'elles vont partir, mais elles vont toujours laisser secret. Ce qui fait que si M. X arrive, si le BT est au pouvoir, le Dural ne se sentira plus jamais à l'aise parce que c'est un BT. Si c'est le Dural, le Baoulé va se dire, bon, ils sont encore au pouvoir. Donc, le système est toujours tribalisé au ONG président. Nous, et Dieu merci, j'ai déjà fait cette interview avec Jeune Afrique, dont vous pourrez lire. Nous, on pense que pour vous, Jeune Afrique, c'est une Bible hein, pour vous. Non, non, non. Je veux dire, on peut consulter, c'est pas une Bible, on peut juste consulter qu'on a dit ça il y a longtemps et on redit la même chose et on a la même ligne, on est cohérent, c'est juste pour le dire. Et même dans Fratmat aussi, vous pourrez le lire. Hein, voilà. L'idée générale que nous, on véhicule est qu'un pays se construit dans toutes les matières, c'est-à-dire politique, sociale et économique. Nous pensons que dans un pays, on ne doit plus mettre en exergue l'ethnie, la tribu, le camp, le clan et l'origine géographique. Et même la religion voilà, aussi. Et la religion. Donc, comme on est un pays qui a pris la forme républicaine et ajouté le système politique et la démocratie, l'idée générale, et c'est ce que nous l'appliquons chez nous, c'est pour cela que ce soit un ministre d'une ethnie quelconque, que ce soit un député d'une ethnie quelconque, tout le monde peut nous juger, on les approche comme des citoyens de la Côte d'Ivoire
Et je pense peut-être que c'est ce qui fait que nos travaux aujourd'hui avancent, parce qu'on les prend pour des citoyens, des représentants de la République de Côte On d'Ivoire. parle de la réconciliation Oui. qui ne fait pas partie quasiment de la priorité des gouvernants. Parce qu'à tout moment, ça peut être, on dit, il y a des litiges fonciers, ils en viennent aux machettes pour se découper, on envoie les forces de l'ordre pour imposer, n'est-ce pas, l'ordre, mais on ne règle pas le problème dans le fond. Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce que vous venez de dire. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Autour de Gagnoa, il y a à peine 2 semaines, un match amical. Baoulé BT, le jeune Baoulé est à son domicile. Les jeunes BT disent, vous avez pris nos terrains. Il n'est pas venu au match. Ils sont allés le macheter, il est décédé. Le premier communiqué de la cohésion sociale était un match, Baoulé BT et un BT à tuer. J'ai été obligé d'intervenir en corrigeant pour dire un match, et les vieux démons de la division sont arrivés et un des jeunes est mort des suites de l'altercation. Vous voyez la différence. Donc, pour nous, je suis entièrement d'accord. Ce n'est même pas un débat, ce n'est même pas un sujet aujourd'hui. Pour nous, il y a un problème de la réconciliation. C'est un volcan endormi, là. Non. Ça peut exploser à tout moment. Oui, on est d'accord effectivement que ça peut exploser à tout moment, et on est d'accord que, je le répète, qu'on aille prendre le rapport et que chaque camp, chaque citoyen qui a été dans cette crise depuis 30 ans puisse dire ce qu'il a fait devant la nation et demander pardon et avancer et tourner la page. Permettez que cette question ne s'adresse pas au président que vous êtes, mais aux citoyens ivoiriens que vous êtes. Qu'est-ce qui a bloqué les résultats de ces grands travaux financés à coups de milliards par l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny, et qui, une fois exposés, appliqués, allait mettre tout le monde d'accord sur le désaccord? Ça, c'est le citoyen que... Si, en tant que citoyen, je pense que les personnes qui sont en charge d'ouvrir ce dossier n'avaient pas la vision, peut-être la même vision que nous. Mais pourquoi ils ont injecté autant de milliards dans une institution si elles savaient que... Vraiment, je ne peux pas vous répondre parce que je n'avais pas ce poste de président de la République. Peut-être que je l'aurai un jour, on ne le sait pas, mais je n'avais pas ce poste. Est-ce que vous êtes fier d'être ivoirien? Oui, je suis fier d'être ivoirien à plusieurs égards, oui. Donnez-nous quelques exemples. Oh, j'ai effectué un voyage dans le cadre de nos travaux pour aller participer à un colloque international sur la justice et l'état de droit à Washington, invité par la Banque mondiale pour l'Afrique subsaharienne. Et à mon arrivée, mes amis, mes collègues des autres pays, dans la discussion du niveau de la justice, et pendant les travaux, même il y a une dame qui venait de Madagascar qui était magistrate. Il y a un certain nombre de lois que nous, on avait en Côte d'Ivoire ici, que le Madagascar n'avait pas encore fait, parce qu'elle était chargée au ministère de mettre en œuvre la réforme juridique. Et donc, il a fallu que quelqu'un de la société civile donne des lois de la Côte d'Ivoire à d'autres pays pour les magistrats. Donc, je reviens pour dire qu'en termes de loi, la Côte d'Ivoire est très avancée. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les citoyens se rapprochent de leurs lois et les appliquent partout. Monsieur le président de la société civile de cette ONG, depuis un certain moment, on constate des démolissements. On casse les maisons des gens. Le peuple crie. Personne ne peut venir au secours de ce peuple qui n'a aucun bien. Là, c'est la pluie. Il y en a qui dorment à la Belle Étoile, au cimetière. C'est la Côte d'Ivoire, du Fort-Boigny. Premièrement, il faut savoir que l'État a tout pouvoir. Même si vous avez acheté votre maison, vous avez tous les papiers. Un État a le pouvoir de récupérer vos biens contre une compensation. Et ce qui n'est pas le cas. Si, quand même. J'en viens. Donc, première chose à savoir dans un État. Deuxième chose à savoir, vous pouvez être propriétaire d'un lieu, vous pouvez être locataire d'un lieu, vous pouvez être juste un FDF dormi sur un passage libre. Les 3 personnes-là ont des droits vis-à-vis des lois républicaines. Ce qui s'est passé à GESCO, nous avons constaté tous qu'à 4 h du matin, le district
à casser les maisons. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que citoyen? Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'homme politique? Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que président d'un parti politique? Et comme même une ONG. Comme une ONG, c'est ce que je viens de dire. Oui. Nous, en tant qu'ONG, nous avons vu qu'il existe une loi de 2014 qui explique à son article 2 ce que l'État doit faire et ce que l'État ne doit pas faire. Et c'était conforme à ce qui s'est passé? Nous avons écrit un courrier, ce que la loi nous permet de faire, et déposer le courrier sur le bureau du gouverneur avec pour objet de nous expliquer ce qu'il a déjà fait comme remboursement avant d'arriver à casser. Ça vous a satisfait? On n'était pas satisfait. En regardant la loi, nous avons compris que le ministère de l'Intérieur était le supérieur hiérarchique du gouverneur. Donc nous avons écrit au ministère de l'Intérieur pour lui demander de nous donner le rapport que le district devait lui remettre avant d'aller casser. C'est ce qui se fait dans une république. À part ça, il n'y a pas d'autre pouvoir. J'arrive, j'en viens. Quand vous déposez ces deux courriers, dans l'un des premiers cas, c'est après 1 mois de réponse. Si le gouverneur ne répond pas, la commission d'accès aux informations publiques, après 1 mois, vous déférez l'affaire chez eux et ils doivent juger le gouverneur pour lui demander. Pareil pour le ministre, ce que nous avons fait. Après cette partie, il y a le Conseil d'État qui est là et vous pouvez déférer ces mêmes affaires chez le Conseil d'État, mais là, après 2 mois. Quand vous me posez la question, en tant que petit citoyen, petite ONG, nous avons fait ça. Les grands partis qui sont là, qui disent qu'ils vont venir gouverner la Côte d'Ivoire pour rendre les Ivoiriens heureux, est-ce que vous savez qu'aucun des partis même à Djamé, même récemment, même déposer le courrier? Non, mais c'est la même chose, on ne va même pas généraliser. Donc, ce que je veux dire, le problème est profond. Le problème de la responsabilité. Je suis citoyen, je veux être président. Mais vous voulez être président pour qui? Et pourquoi? Pour vous-même, pourquoi et comment vous voulez sortir. Donc, il faut qu'aujourd'hui, tous les citoyens se posent des questions sur tous ceux qui veulent aujourd'hui être président dans ce pays. Ils veulent être président pour qui? Pour les citoyens qui sont là, qui ont des problèmes et ils n'interviennent pas? Pour la pauvreté qui court? Donc, au-delà, j'arrive, j'ai fini. Même vous-même qui êtes société civile, oui, vous êtes inaudible, ce n'est pas le pauvre... non, être inaudible par rapport à qui et par rapport Par rapport à tout ce que vous... On sent que vous voulez absolument que les choses évoluent, mais vous écrivez 2 mois, 3 mois, vous êtes obligé de faire tout le temps les mêmes acrobaties, mais ça n'aboutit pas. On n'est pas obligé. Ce que je veux dire, c'est que la République fonctionne avec des documents et avec des lois. C'est le cas en Côte d'Ivoire? Si nous avions pas, selon nous... Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? Bon, nous, sur la base de ce que nous faisons, on dit que c'est le cas. Ce qu'on déplore, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent le fonctionnement de la République. On n'a pas la même compréhension commune d'une République. Pourquoi vous avez... C'est pour cela que... Oui. Mais pourquoi vous avez cette air de compassion, comme si... Il n'y a rien à faire. Quand on vous entend parler, c'est défaitiste. Ce n'est pas optimiste, monsieur le Président. Non, on ne s'est pas compris. D'accord. Je dis que pour le problème de GESCO, en face, la loi permet... Et pour même à Djamé aussi. Non, pour tous les problèmes de déguerpissement, la loi permet et oblige l'autorité, permet à l'autorité de pouvoir s'accaparer, mais oblige l'autorité à faire des compensations. Ce qui n'est pas le cas. Non, vous avez vu que suite au réveil de plusieurs citoyens, de plusieurs ONG, l'État a commencé à corriger un temps soit peu. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a un rôle d'acteur. Si moi je suis président demain et que tout ce que je fais, personne ne répond, monsieur Etienne, peut-être que je vais venir vous appeler, j'aurai 10 avions personnels, je vais vous prendre à l'eau à Paris. Parce que dans un État, tant que les citoyens dorment, tant que l'opposition dort, le président, il fait ce qu'il a envie de faire. Donc pour moi aussi, je pense que l'opposition politique, la société civile et tous les citoyens doivent à chaque étape produire, je dis bien produire, des éléments contradictoires sur la gouvernance dans sa généralité et ces cas précis-là. C'est ce que je dis qu'il n'y a pas. Je ne suis pas combatif en disant que oui, rien ne peut se faire. Non. Je dis, quand vous me posez une question sur un sujet, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons obtenu et voilà ce que nous comptons faire demain. Voilà un peu pour chaque cas, nous sommes intervenus selon la loi
Et nous attendons les différents délais pour suivre. Voilà ce que nous avons fait. Président Kwame Christophe, cette caméra qui vous regarde, regardez là, votre appel, votre mot à l'endroit de vos compatriotes ivoiriens, dont beaucoup sont en train de perdre espoir, très peu s'enrichissent. Quel est ce mot? Regardez tout droit cette caméra et dites-nous ce que vous voulez livrer comme message de fin. L'abbé Pierre a dit que c'est quand c'est difficile qu'il faut agir. À cela, j'ajoute que l'avion s'envole contre l'air. Et donc, c'est là où il y a l'adversité qu'il faut se mobiliser. Notre pays a 64 ans. Notre pays est adolescent. 2012 à 2024, nous avons produit 85% des meilleures lois qui peuvent faire marcher ce pays. Donc j'appelle les citoyens lambda, j'appelle mes autres collègues de la société civile, j'appelle les hommes politiques qui aspirent au pouvoir d'État et à nous gouverner, à mettre l'intérêt général de ce pays dans leur combat. Docteur Kwame Christophe, il m'a dit de ne pas l'appeler docteur, de l'appeler président. Mais ça va avec. Il devait nous soigner de manière biologique et pathologique, thérapeutique. Il a dévié pour nous soigner sur le plan de la mentalité. C'est ça. Est-ce que ces remèdes passent? Est-ce que ces remèdes ne passent pas? Mais il fallait quand même que nous le rencontrions pour vous faire d'abord connaître l'individu pour le combat qu'il mène. Il vient à bâton rompu nous expliquer beaucoup pour vous édifier et puis vous dire de ne pas être défaitiste. Notre problème, notre souhait, 2025, 0 mort pour une bonne et crédible élection. N'est-ce pas? Merci. Oui, c'est ce que nous souhaitons tous. Des élections libres, transparentes et crédibles, avec 0 mort. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Nous avons été très contents de recevoir ce... Comment je peux l'appeler? Président d'ONG. Oui, mais tout le temps entre deux avions, il est venu avec sa femme et sa fille. Il est en train de former quand même son héritage politique et société civile. Merci et n'ayez pas peur de vous informer. Prenez-le à témoin, demandez-lui où vous pouvez aller pour vous informer afin d'éviter de vous faire manipuler par des hommes politiques. La Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire vous appartient. Faisons tout pour qu'elle soit heureuse et en paix. Joël Etienne sur les plateaux des grandes rencontres avec le président Christophe Kwame. On vous dit merci et à très bientôt. Merci.